C'est normalement une image théâtreuse, mais qui n'est pas nécessairement celle du mouvement de si on veut pousser. C'est Casanova qui a fait c'est ça. Mesdames et messieurs, si vous voulez bien prendre place. Étant donné que nous avons eu une petite défection annoncée il y a à peine une trentaine de minutes, le représentant de l'État s'étant fait excuser, je vais demander à monsieur le doyen, en exercice des avocats de Montpellier, de bien vouloir prendre sa place et de représenter notre profession dignement. Je vous remercie, monsieur le bâtonnier Christol. Je l'ai commis d'office à cet effet. Une tradition séculaire veut que le bâtonnier, au cours de la séance solennelle, prononce l'éloge des confrères disparus. Vous savez que cette salle est très belle, c'est une salle historique. Nous avons des contraintes techniques et c'est la raison pour laquelle ceux qui sont du côté gauche, c'est-à-dire côté jardin, auront peut-être les photos amputées, mais nous ne pouvons pas faire autrement. Décédé le 10 octobre 2014, maître Jacques-Henri Escarguel était né le 1er janvier 1932 dans une famille qui ne pouvait que le prédisposer à embrasser la profession d'avocat. Sa mère, Yvonne Gantou Escarguel, fut l'une des premières femmes inscrites au barreau de Montpellier. Son père, Gaston Escarguel, fut l'un de nos plus illustres bâtonniers en 1966. Sa sœur, Marguerite, fut aussi inscrite à notre barreau avec son époux, maître André Gély. Tous deux décédèrent accidentellement dans les années 70. Jacques-Henri Escarguel a prêté serment en 1954. Inscrit au barreau de Montpellier, lauréat de l'ordre, il fut plusieurs fois membre du Conseil de l'ordre et j'ai eu le plaisir de siéger à ses côtés et d'écouter ses interventions toujours fort savoureuses. Mais c'est à Sète que résonne encore la voix forte, à la fois cajoleuse et impérieuse, de celui qui, par sa présence physique et son charisme incontestable, fut une figure emblématique de la confrérie des avocats sétois. Sur 3 générations, pas moins de 7 membres de cette famille ont été inscrits à notre barreau. Aujourd'hui encore, les 2 fils de maître Jacques-Henri Escarguel en sont membres. Christophe, avocat honoraire depuis 2014, et François, toujours en exercice. Je salue ici tous les membres présents de cette très grande dynastie d'avocats en leur disant que le barreau attend la relève. Le 1er avril 2015 disparaissait Jean-Pierre Matteux à l'âge de 70 ans. Élégance, courtoisie, culture, tels sont les mots qui définissent le mieux celui qui, pendant 38 ans, a été avocat au barreau de Montpellier. Précurseur de l'exercice professionnel en groupe, dans lequel il se plaisait à dire qu'il avait foi, il avait créé, avec feu Jean David et le bâtonnier Laetitia Jambon, l'une des premières SCP montpelliéraines. Il avait perçu très tôt la nécessité de s'associer avec les conseils juridiques devenus avocats, en créant l'une des premières sociétés civiles professionnelles d'avocats et d'anciens conseils, avec nos confrères Denis Bourdin, Gilles Depince et le regretté Michel Albisson, rejoint ensuite par Christophe Bourdin, aujourd'hui président de la CARPA. Avocat honoraire depuis 2008, il avait souhaité se retirer auprès de son épouse dans le Pays basque, sa terre d'origine à laquelle il était resté très attaché. Né en 1923 à Nice, René Paris, avocat honoraire, est décédé à l'âge de 91 ans en mai 2015. Il avait prêté serment le 2 juillet 1946 et est resté inscrit jusqu'au 31 décembre 1988. Membre du Conseil de l'Ordre de 1961 à 1965, il avait alors choisi d'embrasser avec succès une autre carrière, la politique.
Premier magistrat de Lunel de 1965 à 1977, il fut l'un des maires qui a accompagné cette ville dans ses grandes phases de croissance démographique et urbanistique. Selon une anecdote, René Paris aurait pris ses fonctions de maire dans l'actuel hôtel de ville qui n'était autre que la maison où il était né et avait grandi. La mairie de Lunel nous a aimablement adressé une photo où nous le retrouvons dans ses fonctions de maire aux côtés de M. Blanc, préfet de région. C'est avec émotion que nous apprenions le 11 juillet 2015 le décès accidentel par noyade de maître Philippe Nau-le-Duc, ou, devrais-je dire, du professeur Philippe Nau-le-Duc, tant ce dernier menait de front ses deux activités professionnelles. Avocat au barreau de Montpellier, puis au barreau de Paris, il a enseigné à l'université de Paris 1. Disparu dans la fleur de l'âge à 42 ans, il était également très investi dans la vie politique, élu conseiller municipal de la ville de Palavas, dont il était le délégué au tourisme et au développement durable. Son épouse, Christine Nau-le-Duc, que j'associe à cet hommage, exerce aujourd'hui au barreau de Montpellier. C'est dans la plus stricte intimité familiale que notre confrère Alain Cazotte, avocat honoraire, a été inhumé le 5 octobre 2015. Né à Romans-sur-Isère en 1942, Alain Cazotte avait fait ses études de droit à Montpellier et intégré notre barreau le 14 décembre 1966. Il fut longtemps associé à Albert Cops. Dès 1996, il accueillait dans son cabinet notre consoeur Isabelle d'Autrevaux, avec laquelle il s'associait en 2008 avant de faire valoir le 1er juin 2012 ses droits à la retraite après 46 ans d'exercice professionnel. Monsieur le bâtonnier Philippe Guizard est décédé le 18 novembre 2015. Fils de Paul Guizard, avocat, père de notre confrère Frédéric Guizard, ce Montpelliérain de naissance avait prêté serment le 1er décembre 1953. Lauréat du stage en 1956, il avait alors connu l'épreuve d'un long service militaire de novembre 1957 à 1960. C'était la guerre d'Algérie, camouflée sous la dénomination d'événements, comme ceux de 1968. Le sous-lieutenant Guizard commanda un régiment où il fit preuve de courage et d'abnégation. Le 5 décembre 1959, le GMC sur lequel il avait pris place à la tête de ses hommes sauta sur une mine. Grièvement blessé, il échappa à la mort et gagna un surnom, Baraka. Lors de ses funérailles, le bâtonnier Bedel de Buzaringue dit que cette épreuve le protégea toute sa vie de tous les accidents et maladies ultérieures. Il sera cité à l'ordre de son régiment et décoré de la croix de la valeur militaire. Puis il redevint en 1960 le confrère Guizard. Avec le bâtonnier Jacques Lafont et notre consoeur Françoise Carillot, il créa une SCP qui s'agrandit en accueillant François Lafont et Frédéric Guizard. Une belle carrière, une vie professionnelle intense, une passion jamais démentie de sa profession, de nombreux mandats, président de l'UJA, plusieurs fois membre du Conseil de l'Ordre avant d'être élu bâtonnier pour les années 1989-1990. J'ai eu le plaisir de siéger sous sa présidence et j'ai pu apprécier, outre son exquise courtoisie, son sens du dialogue et sa recherche constante de la concorde. En 1990, il fut élu président de la conférence des bâtonniers du ressort de la Cour d'appel de Montpellier et président du Centre de formation professionnelle des avocats. Il n'aura eu de cesse de s'impliquer dans la vie ordinale et recevra la médaille d'honneur du barreau en 1989. Reconnu par ses pairs, mais aussi par la nation, M. le bâtonnier Guizard sera fait chevalier de l'Ordre national du mérite en 1991. Il devient, après avoir fait valoir ses droits à la retraite, le 1er janvier 1999, président de l'Association des avocats honoraires, représenté par son actuel président, notre confrère Bernard de Torres. Peintre amateur, mais aussi homme de lettres, passionné d'égyptologie, Philippe Guizard fut élu à l'Académie des sciences et lettres de Montpellier en 2006, au fauteuil de feu son associé, le bâtonnier Jacques Lafont, dont il prononça l'éloge dans son discours de réception académique. À Madame Guizard, qui nous honore de sa présence, et à ses enfants, le barreau renouvelle l'expression de ses condoléances. Maître Jean David, le 10 décembre 2015, disparaissait une autre figure de notre barreau, Jean David, avocat honoraire depuis 1988. Inscrit au barreau de Montpellier le 21 novembre 1944, Jean David était né en 1923, à Thouars, dans les Deux-Sèvres. Il obtint le prix Verrières en 1948, membre du Conseil de l'Ordre de 1954 à 1958. Il n'avait pas son pareil pour faire revivre, au travers de ses écrits,
et surtout de ces histoires racontées dans les couloirs du palais, les souvenirs qu'il avait gardés des plus illustres avocats de notre barreau, alors qu'il n'était qu'un jeune avocat stagiaire fraîchement démobilisé. C'est ainsi qu'il nous a laissé de précieux témoignages sur celui qui avait reçu son serment, le bâtonnier Granat, mais aussi sur les bâtonniers Merlat, Zuccarelli, Chardonneau, Lafont, sur Maître Cops et bien d'autres. Avec la disparition de Jean David, c'est une parenthèse qui se referme sur une époque où notre barreau, fort aujourd'hui de ses 1100 avocats, n'en comptait que 40. Le 3 janvier 2016 s'en allait Pierre Blisson, un départ discret, à l'image même d'un confrère dont chacun a pu apprécier la confraternité et la réserve. Fils cadet du bâtonnier Marcel Blisson, il avait prêté serment le 28 novembre 1950 et obtenu en 1953 le prix Verrières. Membre du Conseil de l'Ordre de 1967 à 1971, Pierre Blisson avait exercé son activité professionnelle au sein de la SCP Blisson-Calaudy avant de faire valoir ses droits à la retraite le 5 avril 1993. Président d'honneur de l'Association des avocats honoraires, au sein de laquelle il s'était investi de nombreuses années, Maître Pierre Blisson laisse au barreau de Montpellier le souvenir d'un homme qui a réussi sa vie professionnelle sans jamais se départir d'une courtoisie et d'une amabilité que tous lui reconnaissent. Jean-Marie Martel, nous sommes désolés, mais nous n'avons pas de photo et son fils, à qui j'avais demandé de m'envoyer une photo, ne l'a pas fait. Le 22 janvier 2016 disparaissait à l'âge de 94 ans, Maître Jean-Marie Martel. Né à Montpellier le 27 septembre 1921, Jean-Marie Martel avait prêté serment le 30 novembre 1945. Associé de Jacques Nougaret en 1960, qui est le père de notre confrère Jean-Roger Nougaret, il fut membre du Conseil de l'Ordre de 1963 à 1967. Il laissera le souvenir d'un homme courtois, attentif à ses confrères et soucieux d'une vie harmonieuse. Et tous ceux qui l'ont connu se souviennent de sa crinière argentée magnifique. Il avait des cheveux crépus, blancs, c'était extraordinaire. Charles Terrus. Né à Béziers en 1941, Charles Terrus, avocat honoraire, avait prêté serment le 16 décembre 1964. Prix Verrières en 1967, il avait été membre du Conseil de l'Ordre de 1979 à 1981. Des raisons de santé l'avaient toutefois contraint à s'éloigner du palais dès 1999. Maître Charles Terrus avait fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2002, après 38 ans d'exercice professionnel. Il fait partie de ces avocats qui ont exercé notre profession avec courtoisie, élégance et dans le respect de nos règles professionnelles. Il s'en est allé le 28 janvier 2016 dans la plus stricte intimité. C'est le moment où les deux lauréats vont se succéder et prononcer un discours. Le prix Jacques Lafont a été attribué à Mélinda Ducré. Et avant de lui donner la parole, je vais quand même rappeler qui était Jacques Lafont. Avant de prêter serment à 20 ans, le 13 octobre 1940, Jacques Lafont avait démontré son patriotisme en devançant l'appel et en s'engageant dans l'armée où il combattit jusqu'à cette démobilisation en juin 1940. Poursuivant son combat dans la résistance, il fut arrêté le 29 mai 1943 et déporté à Buchenwald, où il fut l'un des combattants de l'intérieur du camp pour la libération de celui-ci avant l'arrivée des troupes américaines. Ces faits de guerre lui valurent de nombreuses décorations, dont la Légion d'honneur, la Croix de guerre et la médaille de la Résistance. C'était un ténor, un vrai. Et tous ceux qui ont plaidé avec lui louent son talent d'exception. Le bâtonnier Guizard, célébrant son cinquantenaire professionnel le 3 janvier 1991, avait défini ainsi son art de la plaidoirie, et je ne résiste pas au plaisir de vous le lire. Vous êtes né pour plaider, et par la magie du verbe, vous rendez plaisant le raisonnement juridique le plus aride. Au moment clé, vous élevez soudain le débat. Tous ceux qui ont plaidé avec le bâtonnier Lafont, que ce soit contre lui ou à ses côtés, se souviennent de cet instant précis où il s'interrompait. Élevons le débat. Et c'était extraordinaire. Et la voix devient alors un torrent. À la force s'allie la finesse et dans un chatoiement de couleurs et d'idées, vous partez à l'assaut de la conviction du juge. Maître Mélinda Ducré, vous avez intitulé votre discours « État d'urgence, une démocratie entre chiens et loups sans S, au singulier ». L'état d'urgence est-il un coup d'état permanent? C'est le sujet que j'avais donné à nos deux lauréats pour disserter devant vous. Vous avez la parole.
Monsieur le bâtonnier, Mesdames et Messieurs, mes chers confrères, le vendredi 13 novembre 2015 ont été commis à Paris les attentats les plus meurtriers que notre pays ait connus depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous avons tous lu ou entendu les récits des témoins, rescapés, forces de l'ordre ou encore journalistes. Nous avons tous été frappés de plein fouet par les images atroces du malheur, de la douleur et de la mort. À la terrasse du restaurant de la Belle Époque, rue Charonne, une femme boit un café. Le bruit de la folie épouvantable vient soudain broyer la beauté tranquille de cet instant, tandis que les crachats rouges de la mitraille sifflent par l'infini du ciel. Parce que Dieu est plus grand, ils font des hommes des martyrs fumants. Pourtant, rien ne pourra jamais justifier les tueries délibérées des civils, innocents, morts parce qu'ils étaient là, seulement là, au mauvais endroit, au mauvais moment. L'état d'urgence instauré en 1955 par Edgar Faure lors de la première vague d'attentats du FLN en Algérie est décrété par le Conseil des ministres le 14 novembre 2015. Le 24 novembre, la France informe le Conseil de l'Europe qu'elle entend déroger à la Convention européenne des droits de l'homme afin que la Cour juge de façon plus souple les éventuelles atteintes aux droits fondamentaux. L'état d'urgence, selon les termes de la loi de 1905, ne dure que 12 jours. Or, dès le 19 novembre, l'Assemblée nationale adopte la prolongation de l'état d'urgence pour 3 mois. Cet état d'urgence a depuis été prorogé à 3 reprises et devrait être levé après le Tour de France. 10 000 policiers ont été déployés sur notre sol, faisant de la France le premier territoire d'intervention depuis la guerre d'Algérie. Il fallait rassurer la population, envoyer un message fort à l'ennemi. Je l'entends. Robert Badinter dit « L'état de droit n'est pas l'état de faiblesse. Brandir l'état d'urgence, comme le chevalier prend le glaive pour ajouter l'action à l'amour des libertés, nous ne pouvons qu'être pour. » La force n'est pas le mal en soi. La force, c'est un des piliers soutenant notre République. Cependant, est-ce bien raisonnable de décréter l'urgence absolue, de la prolonger aussi longtemps, de modifier nos lois au risque d'institutionnaliser l'état d'urgence? Si la réponse est oui, ne serions-nous pas face à un coup d'État? En vérité, je me méfie des urgences qui entendent soigner une nation en plus de 7 mois. Certains pensent que la sécurité ne peut demeurer qu'au prix de l'abandon partiel de notre capacité à vivre libre. Pour moi, ces hommes ont choisi la défaite. Méfions-nous lorsque le poids de la peur pèse plus lourd dans le cœur d'un homme que l'espoir, car l'habitude du désespoir est pire que le désespoir lui-même. Depuis les attentats de 1995, les émeutes de novembre 2005, notre justice est devenue différente, plus expéditive. La France est en vigilance permanente depuis 20 ans dans le cadre de Vigipirate. C'est toute une génération. Au nom du principe de précaution, plus qu'en raison d'une impérieuse nécessité, les lois sécuritaires se sont succédé, donnant progressivement des pouvoirs de plus en plus considérables aux forces de l'État, sans pour autant offrir un contrôle adéquat de leur exercice. Lorsque j'étais encore étudiante, sont ainsi devenus légaux, sans un débat approfondi, me semble-t-il, les contrôles d'identité dans les circonstances élargies, les fouilles des véhicules lors de simples enquêtes policières, la conservation des données de connexion Internet pendant 1 an, les gardes à vue de 6 jours, les sanctions éducatives pour les mineurs, dit-on pudiquement, les enfants de plus de 10 ans. Comment ne pas évoquer également les perquisitions et les écoutes téléphoniques largement étendues depuis plusieurs années? Je ne peux pas m'empêcher de faire part de mon étonnement quant à la possibilité laissée à la justice de placer sur écoute, en dépit du secret professionnel, un avocat soupçonné d'une infraction, je dis bien soupçonné, puis d'utiliser ces écoutes contre l'avocat et non pas le client. Et je m'étonne encore plus que très récemment, cette semaine, la Cour européenne des droits de l'homme a validé cette position. En l'espace de 20 ans, j'ai vu mon pays s'armer, réduire les libertés de ses citoyens
et augmenter ses capacités de surveillance. Dans le même temps, j'ai vu les boutiques de la ville de mon enfance fermer, le chômage augmenter dans des proportions considérables, les médicaments cesser d'être remboursés et le terrorisme exploser. La sécurité serait donc plus importante pour l'État que nos hôpitaux saturés, que nos prisons surpeuplées, que nos greffiers qui n'ont même pas de papier pour imprimer un jugement, que nous, avocats, toujours menacés de voir réduites les indemnités versées au titre de l'aide juridictionnelle. À défaut de pouvoir inspirer l'espérance, l'idéal des hommes politiques est devenu la sécurité. Il nous offre un État pénal, remplaçant l'État social. Pauvre idéal pour une faible autorité. Il est vrai que l'on peut comprendre que certains hommes politiques considèrent que ce régime puisse leur apporter un peu de poids. Ils aiment décider et agir vite, au rythme des images diffusées sur les réseaux. Le temps des chaînes de l'information n'est-il pas celui de l'urgence? Et le temps de la démocratie est celui de la patience. Le premier pas vers la servitude est de se voir imposer le rythme du temps. Dictature de l'urgence, tyrannie de l'instant, où les horloges n'ont plus de maître, leur maître erre, perdu, face à des choix trop nombreux qu'ils doivent trancher trop vite. Prendre le temps de la réflexion, prendre du recul, examiner ce qui nous inspire, nos sentiments et nous dicte notre raison. La lenteur mériterait un éloge pour que l'insensé retrouve du sens et nos vies un peu de paix. Car ils disent aimer la liberté de circuler et rétablissent peu à peu les frontières, comme nos amis anglais. Ils disent aimer les libertés privées et conservent de plus en plus des informations sur chacun d'entre nous. Ils disent aimer la liberté d'apprendre et ferment les écoles. Ils disent aimer la justice et ne lui donnent pas les moyens d'exister. Ils disent aimer la paix et exportent de plus en plus d'armes dans des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme et que l'on soupçonne de financer le terrorisme. Alors quand ils disent qu'ils nous aiment libres, peut-être devrions-nous avoir un peu peur. Le Premier ministre l'a déclaré. La sécurité est la première des libertés. D'abord la sécurité et pour la liberté, on verra après. Comme si des esclaves pouvaient jamais espérer obtenir la sécurité. Depuis l'instauration de l'état d'urgence, 3200 perquisitions ont eu lieu les 3 premiers mois pour décliner fortement après. À quoi ressemblent certaines perquisitions? Il est tôt, une femme prépare ses 2 enfants pour l'école. Les coups de bélier défoncent la porte avant que la BRI n'investisse les lieux. Armes en évidence en criant, elle est là, au sol, le canon contre la tête, et son mari handicapé perd 4 dents dans l'intervention. La BRI quitte les lieux, perquisition négative. Quelles images conserveront les enfants? Le contrôle a posteriori du juge ne permet pas de reconstruire ce qui est détruit. Autre lieu, autre contexte, dans une ferme biologique du Périgord, à la veille de la COP21. Les forces de l'ordre interviennent. Pour seuls objets terroristes, ils trouvent des légumes sans traces de pesticides et posent des questions sur la COP21. Ils semblent en fait plus intéressés par les activités militantes que terroristes. Cependant, on ne peut pas jeter la pierre aux juges administratifs et aux forces de l'ordre, qui, non sans malaise, doivent se prononcer et agir sur la base d'éléments délicats. Nous pouvons toutefois être indignés de voir des militants écologistes assignés à résidence. Nous pouvons être indignés de constater qu'une manifestation contre une loi aurait pu être interdite totalement. Ces mesures censées viser des terroristes seraient-elles détournées de leur sens? Méfions-nous du marketing politique, fondé sur des mesures dont l'efficacité est toute relative. À ce jeu-là, la mesure perd et les extrêmes gagneront toujours. Chacune des atteintes aux droits de l'homme permet aux terroristes de remporter plus facilement leur combat. Elle donne corps à leurs idées. Elle crée des tensions. Elle nous divise à mesure que la peur, la haine et la méfiance contre notre gouvernement grandissent. Chacune des atteintes à nos valeurs républicaines accroît potentiellement le nombre de candidats au terrorisme. L'urgence, c'est un piège. L'urgence, c'est l'ennemi de la sagesse, de la pensée cohérente et structurée. L'urgence est l'ennemi du sentiment de sécurité. Et nous promenons tous au bout d'une laisse qui nous alourdit, l'angoisse, la suspicion, incités que nous sommes tous à imaginer que le voisin peut aussi être un terroriste.
L'urgence est l'ennemi du vivre ensemble. Le respect des droits de l'homme, ça n'est pas une option. Sans lui, les stratégies de lutte contre le terrorisme sont vouées à l'échec. Nous voulons des esprits rassemblés, rassurés et des vérités, et surtout l'exemplarité qui vient du haut. Chacune de nos libertés, c'est une arme. Chacune de nos valeurs est une force. La liberté réglée produit la loi par l'ordre. La compression des libertés produit l'explosion. C'est pourquoi je veux la liberté et je refuse la compression. Nous sauverons la liberté, peu importe son ennemi. Nous savons que c'est par la disparition des libertés que les révoltes renversent les pays. Les républiques fondées sur des lois violentes et l'opposition d'un peuple contre un autre ne peuvent pas durer. Elles ne sont pas durables parce qu'elles ne sont pas fondées sur l'amour de l'humanité. Le terroriste d'aujourd'hui était hier un enfant. Qu'avons-nous fait de l'enfant? Nous pourrons enfermer tous les terroristes. Nous ne pourrons pas enfermer les idées. Le plus grand attentat contre le genre humain est la tyrannie de la pensée. C'est en cultivant la pensée des hommes que nous vaincrons le terrorisme. L'ignorance est notre mal. C'est par l'exemple de la puissance féconde de nos institutions démocratiques que nous propagerons dans l'humanité la sympathie entre toutes les nations et entre tous les hommes. Pour éclairer le monde et mettre fin à l'obscurantisme, je crois qu'en réalité, nous n'avons pas d'autre choix que d'être libres. Je vous remercie. Merci, Maître Ducré. Nous allons écouter maintenant le lauréat du prix Vincent Badi, Christophe Arrouge, qui va nous parler lui aussi de l'état d'urgence et qui a intitulé son exposé « À la genèse de l'état d'urgence ». Préalablement, je vais vous rappeler qui était le bâtonnier Vincent Badi. Vincent Badi prêta serment le 12 juillet 1923 à 21 ans. Vous pourrez constater que toutes les personnes, tous les bâtonniers, tous les anciens bâtonniers que j'ai évoqués avaient prêté serment très très jeunes, à 20 ans ou à 21 ans. Jacques Lafont, c'était à 20 ans. Vincent Badi, c'était à 21 ans. À l'époque, la majorité était à 21 ans et il fallait l'autorisation des parents pour autoriser l'étudiant à prêter serment devant la cour. Parallèlement à sa profession d'avocat, il embrassa la carrière politique. Élu dès 1931 conseiller général, puis député en 1936, il fut l'un des 80 parlementaires, dont 2 autres députés héroltés, Jules Moch et Paul Boulet, à voter contre la loi du 10 juillet 1940, laissant à l'histoire une motion Badi. Démis de ses fonctions de maire de Pollan en 1941, il fut arrêté en 1944 et déporté à Dachau. À son retour, il mena de front ses carrières d'avocat et d'homme public, élu député sans discontinuer jusqu'en 1958 et maire de Pollan jusqu'en 1971. Il fut nommé 2 fois ministre, en 1955 et 1958. J'ai eu le plaisir de plaider à ses côtés lors de l'une de ses dernières plaidoiries, fin 1976, devant le tribunal correctionnel, où, sur l'audience, il accepta d'être commis d'office. Au bâtonnier Vincent Badi, et c'est à titre personnel, je veux associer le professeur Paul Boulet, second député hérolté à avoir voté contre la loi du 10 juillet 1940, ancien maire de Montpellier de 1935 à 1937, puis de 1945 à 1953, député, conseiller général. Je l'ai souvent croisé rue du Grand Saint-Jean où il habitait à quelques mètres de la maison où je suis né, et parce que je conserve de lui des souvenirs d'enfant, je regrette qu'il soit un peu oublié dans l'histoire de Montpellier. Et je l'ai réhabilité. Maître Arrouge, vous avez la parole. Costume noir à revers cranté, chemise blanche immaculée à col Danton, spécialement confectionnée pour résister au déboutonnage, bouton de nacre australienne, l'homme à la tignasse sculpturale porte beau à l'instant où il quitte l'hôtel particulier du plus célèbre chemisier de Paris. Place Vendôme, numéro 28. Au fin fond de cette boulimie de soies et de textiles cosmopolites, peut-être, en substance, l'allégorie d'un désir d'universalité.
Rue Saint-Honoré, puis à droite, l'homme longe la rue Royale, tourne à gauche et remonte tranquillement la rue du Faubourg Saint-Honoré. Tourne encore dans la petite rue à gauche, un signe en direction de la petite loge vitrée, garde républicain, caméra. Porte latérale, premier étage, vue sur jardin, salon doré. Le président et son conseiller diplomatique prennent des notes sous la dictée de l'homme en noir. Revirement de jurisprudence diplomatique. Fanatiques dégénérés, devenus intellectuels progressistes, anciens zélateurs du système convertis aux vertus de la polémique, intégristes naguère, transfigurés en démocrates. Abattre le tyran infréquentable, soudain devenu mécène et puis du coup recommandable. Les contingences du jour ne sont pas celles d'hier et ne seront probablement pas celles de demain. C'est que, comme de conquête en conquête, comme d'avion en avion, comme de plagiat en plagiat, comme de chemise en chemise, l'autopromoteur germano-pratin vole de guerre en guerre. Celle-là, avec l'appui et la caution morale des vieilles démocraties des pays du Golfe Persique, le portera au pinacle de l'ingérence salvatrice, bienfaitrice et humaniste que porte ontologiquement le monde occidental. 7 mois plus tard, les insurgés, entraînés par des membres d'un service action ou d'un service quelconque d'un quelconque service, exécuteront l'autocrate en présentant au monde sa face informe et esquintée. Printemps arabe, démocratie, révolutions oranges, droits de l'homme. 2015, chaos, arsenaux pillés, terrorisme, attentats, état d'urgence. Monsieur le bâtonnier, mesdames, messieurs, mes chers confrères, tel que nous la contait naguère Jacques Dumaine, la diplomatie, art de subtilité, de nuance, de long terme, n'est plus aujourd'hui l'affaire des diplomates, mais celle des intrigants. Le malheur, lorsque les apprentis sorciers s'invitent à la table de la géopolitique, est qu'ils s'avèrent souvent malaisés d'en mesurer toutes les conséquences. Monsieur le bâtonnier, vous n'avez pas choisi de nous faire réfléchir sur l'avocat et l'outil informatique au XXIe siècle, ou sur le marketing des cabinets d'avocats. Nous vous en savons gré, car ce sont des sujets atroces. Vous nous avez conviés, par le truchement d'une suggestion un peu provocatrice, à discourir sur la question de l'état d'urgence. Alors, discourons. Exposé juridique. L'état d'urgence aujourd'hui en vigueur sur le territoire national est applicable dans 2 types de situations. Soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. Alors, la calamité publique, nous voyons à peu près ce que cela peut recouvrir. Dans sa 9e édition, le dictionnaire de l'Académie française nous enseigne que, emprunté du latin calamitas, le terme correspond au malheur public qui répand la ruine, la désolation sur une contrée ou sur une ville. Ce pays a été frappé d'une effroyable calamité, d'une série de calamités. Plus spécifiquement, il s'agira d'un sinistre d'une gravité exceptionnelle provoqué par un phénomène naturel d'intensité anormale, le gel, la sécheresse, une tempête. Une seconde acception existe, il est vrai, par métonymie et exagération, et pourrait d'ailleurs tout à fait justifier l'état d'urgence. Exemple, ce nouveau locataire est une calamité pour l'immeuble. En revanche, la notion d'atteinte grave à l'ordre public est, pour sa part, moins facilement saisissable et permet, sans nul doute, quelques dérives. Voyez ainsi, comme le rappelait tout à l'heure ma consoeur, les mesures exceptionnelles découlant de l'état d'urgence qui ont été prises pour interdire certaines manifestations de militants écologistes dans le cadre de la COP 21. Voyez également, comme elle vous le rappelait aussi, les bévues, les premières portes défoncées à 6 heures du matin pour se rendre finalement compte que c'est le voisin qui était visé, voisin dont l'on s'apercevra par la suite qu'il avait un cousin et que ce cousin trafiquait des pièces détachées. Voyez encore le débat sur l'interdiction des manifestations contre la loi travail. Parce qu'en effet, l'état d'urgence permet aux autorités de s'émanciper de la légalité ordinaire, de régir la circulation des personnes, de porter atteinte à la liberté de réunion,
de perquisitionner, de contrôler, de fouiller sans limite, de contrôler les moyens d'information, c'est-à-dire la presse, la radio, la télévision, le cinéma. Alors on m'objectera, bien évidemment, on ne fait pas d'omelette, etc., etc. Certes, mais pour quel résultat? Car, comme pour le plan Vigipirate, qui est maintenu depuis maintenant 21 ans sans discontinuer, et dont on peut se demander s'il impressionne encore les pickpockets, la question sera rapidement de savoir quelle est l'efficacité de l'état d'urgence, quels en sont les résultats précis, quelles sont les entreprises terroristes véritablement mises en échec. Le 3 février 2016, Amnesty International a ainsi publié un rapport sur l'application de l'état d'urgence, constatant que 3242 descentes effectuées au cours des mois précédents avaient donné lieu à 4 enquêtes préliminaires pour des infractions possiblement liées au terrorisme. Il n'est donc pas certain que l'état d'urgence convienne à une situation qui, Dieu merci, n'est ni un conflit armé, ni un contexte insurrectionnel. Et puis, comme l'a dit un ancien président de la République, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas lui causer de tort, et puis parce qu'il sera peut-être amené à redevenir président, donc je ne le nommerai pas, mais je cite in extenso. Vous savez, Arlette Chabot, dans la crise, il y a beaucoup de gens qui perdent leur sang-froid, surtout parmi les élites. C'est une grande caractéristique. On se demande parfois, plus ils ont fait d'études, à part Patrick, mais franchement, par moment, on se demande à quoi ça leur a servi toutes ces années pour avoir autant de mauvais sens. Foin d'ironie, mes chers confrères, foin d'ironie. À travers ses propos, cet ancien président ne plaide-t-il pas, avec ses mots à lui, en faveur de l'impérieuse distanciation dont ne devrait jamais se départir, au cœur de la crise, l'homme d'État. Mais, à la vérité, le problème n'est pas là, car la question n'est désormais plus qu'une question d'ordre politique. Et il est effectivement permis de s'interroger sur le fait de savoir si le gouvernement ne se trouve pas, aujourd'hui, d'ores et déjà piégé. S'il retire l'état d'urgence, sa responsabilité politique se trouvera gravement engagée au moindre attentat. S'il le maintient, il banalisera un régime juridique qui n'est pas fait pour la période que nous vivons, car l'état d'urgence, c'est l'état de siège qui ne dit pas son nom. Tout simplement parce que l'état de siège serait juridiquement inapplicable à des situations de troubles internes. Or, qu'on le veuille ou non, la France n'est pas en état de siège. Pas davantage qu'en 1995, pas davantage qu'en 1968. Il y a donc ici un problème juridique, car comme l'a souligné le professeur Dominique Rousseau, de quelque manière que l'on tourne les choses, l'état d'urgence, c'est la mise en suspension de l'état de droit. Les principes constitutionnels qui le fondent et le distinguent, et les mécanismes et exigences du contrôle juridictionnel sont mis à l'écart. Dans ce contexte, le risque existe que l'état d'urgence, créé pour faire face à des situations de guerre, ne devienne un moyen d'intervention, selon des moyens exorbitants du droit commun, mais dans des situations qui ne le justifient pas. Mais, à bien y regarder, le problème du régime juridique exorbitant n'est que la première partie de la question. En effet, mes chers confrères, mesdames, messieurs, notre attention n'est-elle pas excessivement portée sur le régime juridique de l'état d'urgence, alors qu'elle devrait s'attarder davantage sur sa signification profonde? Ne convient-il pas de rappeler que l'état d'urgence a été créé pendant la guerre d'Algérie par la loi numéro 55-385 du 3 avril 1955, autant dire l'année où l'Algérie ne cessera plus de s'embraser parce que les Algériens aspirent tout simplement, eux aussi, à une libération à laquelle, précisément, ils ont pris toute leur part. Ne nous racontons pas d'histoire. Bien sûr, les assassins de janvier et de novembre 2015 charrient sans aucun doute leur lot de psychopathes. Mais cette explication médico-psychologique, pour convaincante, n'est que partiellement fondée. Elle ne reflète probablement qu'une part de la réalité. Autre élément d'explication non négligeable, notre appréciation parfois un peu hâtive, parfois un peu hésitante, du contexte proche-oriental. Souvenez-vous par exemple de cet ancien ambassadeur en Syrie, replié à la frontière libanaise, et qui expliquait à la télévision qu'il n'avait pour sa part aucun doute sur l'utilisation des enveloppes d'argent liquide qu'il distribuait aux rebelles syriens. La preuve, ceux-ci lui remettaient à chaque nouvelle rencontre des factures. De la même manière, l'abrutissement idéologique des assassins est un autre élément de compréhension, bien sûr, mais encore imparfait, car il n'est pas l'apanage des terroristes actuels. Prenons un exemple. Il y a 30 ans, au nom du communisme ou de l'anarchisme, de jeunes gens, issus de la bonne bourgeoisie,
déposaient des bombes à Paris, assassinaient le patron de la régie Renault. Assassins de civils innocents, ils sont pourtant accueillis aujourd'hui en héros par les représentants de certains partis de l'arc républicain. Mais qu'est-ce qui les distinguait des terroristes actuels? Avaient-ils lu Marx ou Bakounine de manière plus approfondie que ceux qui aujourd'hui se réclament du Coran? Leur discours était-il plus cohérent, plus fin, plus érudit? Non. Et la lecture des minutes du procès d'action directe ne laisse aucun doute sur la médiocrité qui caractérisait, à la vérité, le pseudo-discours prétendument idéologique de ces soi-disant révolutionnaires. Une pièce du puzzle manque donc peut-être à notre compréhension, un peu embarrassante peut-être, car qui ne voit que l'état d'urgence décrété aujourd'hui, dans une amère parabole lourde de cynisme, s'applique précisément, qu'on le veuille ou non, aux enfants de ceux auxquels il s'appliquait voilà 50 ans. Ne serait-il pas salutaire de s'attaquer aux causes pour mieux combattre les conséquences et constater froidement que les stigmates de l'époque coloniale ne sont pas cicatrisés? Écoutons par exemple Jean Ziegler qui constate la brusque résurgence de la mémoire blessée du Sud, les souvenirs pendant longtemps enfouis des humiliations endurées durant les 3 siècles de la traite et de l'occupation coloniale remontent à la lumière de la conscience. Écoutons encore Régis Debray, selon qui ne comprendra rien au XXIe siècle celui qui ne saisit pas qu'aujourd'hui vivent côte à côte dans le genre humain 2 espèces dont l'une ne voit pas l'autre, les humiliants et les humiliés. La difficulté vient de ce que les humiliants, précisément, ne se voient pas en train d'humilier. Car c'est un fait, à tort ou à raison, colonisés d'hier, enfants de colonisés, colonisés d'aujourd'hui, jugent l'Occident comme le champion du double langage. Un jour bourreau, un jour héros. C'est ainsi. L'envoi de napalm et d'agents orange passe moins facilement le filtre des cours pénales internationales lorsqu'il vise de petits hommes jaunes avec des chapeaux pointus. Comme le disait l'un des monstres sacrés, ou maudits, vous choisirez, de notre profession, Jacques Vergès, je croirai à la justice lorsque M. McNamara sera traduit devant une cour internationale. Mais, comme vous le savez, aucun procureur n'a jamais inquiété Robert McNamara, qui est mort de sa belle mort. Ethnocentrisme inguérissable qui nous amène à considérer que les mêmes actes barbares qui nous touchent ne sont, chez les autres, que des dommages, oh bien regrettables naturellement, mais des dommages marqués d'un sceau tout en pudeur, la collatéralité. Prenez un acte copieusement barbare, effectuez un léger mouvement d'infléchissement rotatif autour de l'axe du crime, petit déplacement aérien, puis léger déport périphérique, vous obtenez un dommage délicieusement collatéral. Nous déplorons le terrorisme et l'état d'urgence qui en découle. Nous déplorons, dans ce cadre, le double jeu de certains États dont l'obscurantisme théologique est également, il est vrai, largement compensé par leur fertilité souterraine. Le lundi, nous nous insurgeons de voir ces pays lapider les femmes adultères, condamner à mort les homosexuels, couper la main des voleurs. Le mardi, affranchis de la pudibonderie dans laquelle nous nous drapions la veille, et nous condamnant à conclure un pacte faustien dont nous ne maîtrisons pas les clauses, nous décernons des décorations. Ne trouvez-vous pas que l'on se moque du monde? Or, constater ces contradictions, poser des questions, ce n'est pas s'opposer à la République, mais au contraire en défendre les principes. Cependant, pour parer à toute critique, certains, qui sont un peu chatouilleux, se sont emparés de la République pour en tirer une nouvelle infraction, le crime de lèse-république. La République est un mot magique, de nouveau en vogue, qui permet de délivrer bons et mauvais points, de bannir et d'excommunier, ou au contraire de réadmettre dans la communauté des hommes ceux qui, maudits naguère, sont venus à récipiscence. En société, la République est un mets léger et fin qui accompagnera admirablement les apéritifs, banquets et goûters d'anniversaire de vos enfants. En séance de questions au Palais Bourbon, aux universités d'été du parti, devant un parterre de sympathisants post-pubères extatiques, chemises dégoulinantes, mâchoires autocratiques, devant les caméras, toujours, l'on se gargarise de la République.
On déclenche le feu nucléaire pour s'opposer au spectacle de saltimbanques provocateurs. On piétine la jurisprudence administrative, œuvre impressionniste faite de subtilité et de petites touches, en sommant la haute juridiction de démentir en quelques heures sa doctrine séculaire. On voue aux gémonies tous ceux dont on estime, parfois sincèrement, mais souvent par calcul, que leurs idées ne rentrent pas dans les canons de la République. La République, la République, la République, mais répéter 50 fois, 100 fois, 1000 fois le mot République ne vous rend pas davantage républicain. La République ne vous appartient pas au prétexte que vous la servez à tous les repas, au fromage et au dessert. À bien y réfléchir même, ce rabâchage, cette rengaine, cette marotte, ne finissent-ils pas par vider de tout son sens, comme dans l'univers orwellien, ce mot invoqué à tout bout de champ, sans retenue, sans relâche, sans répit, sans réserve. Donc, est parfaitement républicaine la démarche consistant à s'interroger tranquillement sur les raisons profondes de la situation actuelle. Les conséquences de l'état d'urgence sont-elles véritablement conformes à ses finalités? Par son exigence d'immédiateté, par les lourds sous-entendus des réminiscences historiques qu'il implique, ne pousse-t-il pas, au contraire, à la suspicion généralisée? L'état d'urgence, s'il ne traduit pas un coup d'État au sens institutionnel, ne conduit-il pas à un coup d'État dans notre propre conscience, un pronunciamento, comme aurait dit le général de Gaulle, mais un pronunciamento moral dans notre capacité d'analyse? Ne conduit-il pas, en effet, à assouplir notre faculté de distinguer les choses et les êtres, à faire la part des choses, à faire la part des êtres, à ne pas sombrer dans l'amalgame ou dans l'anachronisme? N'est-ce pas faire preuve d'un singulier mépris pour nos compatriotes musulmans que de solliciter, pour parler en leur nom, un imam étranger, analphabète, et d'ailleurs très ambigu sur sa vision de la femme et de la famille, en lieu et place des millions et des millions de Français musulmans laïcs, chirurgiens, ingénieurs, universitaires, artistes, magistrats? N'est-ce pas plutôt avec ces derniers qu'il conviendra de rechercher, enfin, à la fin des fins, l'esprit qu'avait si bien décrit Joseph Kessel dans son Armée des ombres? Cette fraternité qui réunit, dans la nuit noire de la capitulation et d'un camp de prisonniers, ce polytechnicien, gaulliste résolu, et ce jeune communiste un peu perdu, pourquoi ne pourrait-elle encore exister? Ce dialogue qui va sceller le pacte de combat, pourquoi ne serait-il pas possible aujourd'hui, avec d'autres hommes, mais animés d'une même volonté? Gerbier posa sa main sur le poignet étroit de Legrain et lui dit doucement: je voudrais que tu me comprennes une bonne fois pour toutes. Il n'y a plus de haine, ni de soupçon, ni de barrière d'aucune sorte entre les Français d'aujourd'hui. Nous le savons, et nous savons qu'ils sont aussi braves que les plus braves. Ils nous aident et nous les aidons. Ils nous aiment et nous les aimons. Tout est devenu très simple. Ce à quoi peut-être, et j'en terminerai, monsieur le bâtonnier, Léopold Sédar Senghor aurait pu ajouter: qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes, votre frère de sang, vous, tirailleurs sénégalais, mes frères noirs à la main chaude, couchés sous la glace et la mort. Allez-y là-bas. Non, elle n'a pas pris dans le coup. Madame le bâtonnier Anne Fauré, bâtonnier de Toulouse, va remettre le prix Jacques Lafont à maître Mélinda Ducré. Maître Mélinda Ducré, vous nous avez livré un très beau discours sur les dangers de l'état d'urgence au mépris de nos libertés. Je dois dire qu'au début de votre propos, j'étais un peu inquiète, car vous nous indiquiez que la force n'était pas un mal en soi, mais un pilier soutenant notre République. Moi, j'estime que l'état d'urgence prive la justice, qui est un pilier fondamental de notre démocratie, de ses prérogatives, et comme l'a si bien dit Blaise Pascal, nous pouvons fortifier la justice, on a justifié la force. Or, la force sans la justice est tyrannique. Mais vous avez su nous expliquer en quoi nos libertés étaient menacées. En bonne fiscaliste que vous êtes, le phénomène du temps rapide des médias, temps plus long et sage de la démocratie, ne vous a pas échappé. Vous auriez même pu y rajouter le ratio bénéfice qu'en attendent les politiques en réagissant dans l'urgence. La facturation à l'heure des politiques n'est plus à démontrer après votre discours.
Liberté, mon seul pirate. Le mot n'est pas de moi, mais du poète Aimé Césaire. Et vous l'avez repris à votre compte, en nous indiquant avec courage que vous vouliez la liberté pour vous, pour nous, pour notre démocratie, en restant malgré tout optimiste. En cela, vous incarnez votre prénom. Les Mélindas sont des femmes optimistes qui ne passent pas inaperçues. Elles sont courageuses et déterminées, et les difficultés n'ébranlent en rien leur motivation. Elles sont raffinées et précieuses, mais c'est surtout leur éloquence qui charme leurs compagnons. Vous incarnez parfaitement ces qualités. Permettez-moi de vous en féliciter et d'espérer que vous continuerez longtemps à protéger ces valeurs, notamment d'éloquence et de courage. Je vous remets le prix Robert Laffont. Jacques Laffont. Le prix Vincent Badi sera remis à maître Christophe Arouge par madame le bâtonnier Laetitia Jambon. Mon cher confrère, je vais donc vous remettre le prix Vincent Badi. Mais au préalable, je voudrais vous féliciter et vous remercier du discours que vous avez fait, discours qui nous bouscule incontestablement, discours qui nous invite à de nécessaires réflexions sur les contradictions de notre société et aussi sur la fraternité. Ces réflexions, il faut les mener avec lucidité et courage. Lucidité et courage, ce sont les caractères que nous ont laissés Vincent Badi. Vincent Badi, monsieur le bâtonnier vous l'a dit, monsieur Vincent Badi, alors qu'il était jeune avocat, jeune député, a su dire non. Il a refusé les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, il a su dire non. C'était une preuve de courage incontestable à ce moment-là. Je crois que ce courage, il l'a maintenu pendant toute son existence et je crois qu'il nous demande, à notre tour, à nous avocats, de faire preuve de courage. Nous devons faire preuve de courage pour lutter pour la défense, bien sûr, c'est notre profession, c'est notre sens premier, mais courage aussi pour lutter contre toutes les atteintes aux libertés individuelles, pour lutter contre les menaces qui touchent notre secret professionnel, les menaces qui touchent l'indépendance de la justice. Et également, je dois dire, il faut dire non. Il faut dire non aux magistrats qui nous imposent de ne pas porter la parole, de ne plus plaider. Parce que la parole, c'est notre sens premier, c'est à nous la parole, c'est notre arme de combat. Je crois que maître Vincent Badi vous aurait dit à combien il appréciait votre discours, lui qui aimait par-dessus tout les droits de l'homme. Voilà, mon cher confrère. Mon général, si vous voulez bien nous rejoindre, c'est le moment où vous allez intervenir. Je commencerai en disant, mesdames, messieurs, chers amis, monsieur le bâtonnier m'a demandé de dire quelques mots au sujet de la cérémonie qui va avoir lieu de remise d'insigne de réserve citoyenne à maître Serpentier-Linares. Et en écoutant les deux plaidoiries brillantes, je me disais que je n'étais pas du tout préparé à passer derrière deux aussi éloquents orateurs, d'autant que par ma formation, j'ai été éduqué à donner des ordres brefs, concis, secs, pour faire sortir le groupe ou la section de la tranchée et pour prendre la position au cours de l'assaut. Je me faisais une deuxième réflexion également, monsieur le bâtonnier. Heureusement que l'état de siège n'a pas été décrété, parce que pour le coup, j'aurais été en première ligne, ce qui, d'un autre côté, pour un général et sa position privilégiée,
et je préfère être en première ligne plutôt qu'en retraite. Voilà, en ayant commencé ces quelques mots préliminaires, je voudrais remercier Maître Serpentier-Linares d'avoir accepté de prendre cet engagement dans la réserve citoyenne et de promouvoir par son geste l'esprit de défense dans son entourage. C'est la raison de ma présence aujourd'hui dans une ville où il n'y a plus de garnison militaire, mais où j'étais présent il y a 35 ans à l'école d'application de l'infanterie. Alors pourquoi j'ai demandé à Maître Serpentier-Linares de faire cette remise d'insigne finalement devant ses pairs, plutôt qu'à l'état-major de la 3e division, parce que ça me paraissait beaucoup plus symbolique que cet engagement soit pris devant vos confrères. Parce que, et là je vais rebondir sur les deux plaidoiries, notre pays est en guerre. Et face à nous se dresse une menace terroriste sans précédent. Un ennemi islamiste vise notre territoire, nos compatriotes, nos valeurs. Face à ce terrorisme, c'est non seulement les armées, mais la France entière qui font face. Et le personnel de réserve est en première ligne avec le personnel d'actif dans ce combat. Ce combat, affrontement des volontés, s'annonce long et il nécessite, nous le savons, l'effort de tout le pays. C'est-à-dire l'engagement du monde politique, judiciaire, l'effort du monde civil, des entreprises, la participation du monde de l'enseignement. De notre esprit de défense, de notre résilience, de notre mobilisation, dépendra notre capacité à contrer cet ennemi et, in fine, à le vaincre. Il y a aujourd'hui, dans notre pays, une formidable ambition et une vraie volonté pour la réserve. Comme l'évoque le thème de cette année, une nouvelle réserve pour de nouvelles menaces. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et des conflits liés à la décolonisation, guerre d'Indochine et guerre d'Algérie notamment, qui ont été rappelés au cours d'une plaidoirie, la France n'a sans doute jamais été confrontée à des menaces aussi diverses, aussi intenses et aussi durables. À cet égard, la menace terroriste est la plus préoccupante de toutes, ainsi que l'ont tragiquement rappelé les événements de janvier, les événements de novembre, les événements à Bruxelles, et plus récemment, la mort de nos 2 policiers. Cette menace terroriste n'est toutefois pas la seule, et la multiplication des lignes de front et le taux d'engagement de nos armées atteint en ce moment un niveau inédit qui se traduit par une sollicitation particulièrement forte de nos armées. Nous avons aujourd'hui plus de 34 000 hommes déployés à l'intérieur comme à l'extérieur. Ces chiffres incluent bien sûr les forces de souveraineté, les forces de présence et les 10 000 soldats des armées déployés aux côtés de nos camarades policiers. Face à cette menace exceptionnelle dans sa complexité et au regard de l'intensité et de la diversité des opérations, nous avons besoin d'une réserve plus nombreuse et encore mieux intégrée à l'active. C'est une nécessité sur le plan opérationnel. Je vous parlais d'une ambition pour la réserve. Aujourd'hui, le nombre de réservistes opérationnels est actuellement de 28 000, atteindra 31 000 en 2016, et l'objectif qui nous a été fixé est d'atteindre 40 000 hommes, 40 000 réservistes dès 2018, dont 1 millier déployés en permanence pour participer à la protection du territoire national. Alors je ne sais pas si ça sera dans le cadre de l'état d'urgence, mais en tous les cas, on nous demande de les déployer. L'objectif est clair. Il a été fixé par notre ministre. Il constitue un vrai défi et nous sommes, avec le personnel de réserve, représenté ici par le colonel Cusin, mon conseiller réserve, prêts à y contribuer et atteindre cet objectif. Les moyens financiers existent. Le budget consacré à la réserve va ainsi passer de 60 millions d'euros consacrés en 2012 à près de 100 millions d'euros pour cette année 2016. Ils sont augmentés de 85 millions d'euros
par rapport à la LPM sur la période 2016-2018, soit une augmentation de 77% du budget annuel dédié à la réserve entre 2014 et 2018. Je voudrais également témoigner devant vous que nos réservistes sont aujourd'hui de véritables professionnels. La réserve rassemble un grand nombre d'acteurs issus du milieu étudiant, des salariés, des agents de la fonction publique, des artisans, des professions libérales, tous réunis autour d'une ambition, se mettre au service d'un intérêt supérieur, au service de la nation, au service de la France et des Français. Et ces réservistes, vous le savez, sont 2 fois citoyens, selon la formule de Winston Churchill. Ils sont également le témoignage de la résilience de notre pays et de sa volonté de ne pas subir. Il existe aujourd'hui 2 formes d'engagement réserviste, la réserve opérationnelle et la réserve citoyenne. La réserve opérationnelle consiste à devenir en quelque sorte un soldat professionnel à temps partiel qui, après une formation initiale, sera déployé essentiellement sur le territoire national, soit dans le cadre du plan Sentinelle, soit dans le cadre de catastrophes nationales, et éventuellement pour les plus expérimentés et pour les experts en opération extérieure. La réserve citoyenne, à laquelle maintenant va adhérer Maître Serpentier, s'adresse, comme son nom l'indique, à un personnel qui bénévolement s'engage à promouvoir l'esprit de défense dans son entourage. Alors c'est l'exemple de Maître Serpentier Linares qui cherche à faire reconnaître aux étudiants réservistes un statut équivalent à celui des sportifs de haut niveau. Cette remise d'insigne à l'occasion de la rentrée solennelle est également un témoignage fort de sa part, et c'est pour moi un privilège et un honneur que de lui remettre cet insigne. Maître Serpentier Linares, nous vous agréons dans la réserve citoyenne de la 3e division au grade de commandant. Je vous remets également un diplôme qui certifie votre agrément dans la réserve citoyenne, quelques insignes de l'état-major de la 3e division, et puis comme je l'ai fait à 2 autres réservistes citoyens, vous avez le livre, un livre qui a été écrit par le colonel Goya, qui s'appelle « Sous le feu, la mort comme hypothèse de travail ». Merci, mon général. La justice du XXIe siècle est un examen devant le Parlement. Elle affiche quelques objectifs. Le justiciable doit être au centre de l'institution. Les mardes, modes alternatifs de règlement des différends, doivent être favorisés pour que le juge n'ait qu'à intervenir comme ultime recours. Révolution ou évolution utile? Ou, enfin, la rencontre de l'institution et du citoyen qui, lorsqu'il devient justiciable, a l'impression diffuse de ne plus exister pour devenir un numéro de répertoire passant à la moulinette de la procédure électronique avant de recevoir un jugement dont la lecture laisse parfois un goût amer d'inachevé. Nous sommes en 2016 et il serait temps que la justice du XXIe siècle, ou pour reprendre sa dénomination ludique, J21, se mette en mouvement. À trop tarder, on pourrait entrevoir l'horizon du XXIe siècle. Et nous,
avocats, avons-nous investi ce XXIe siècle? Quel est l'avocat du siècle? Ce sera à vous, mes jeunes confrères, à qui cette séance solennelle est dédiée, de répondre à cette question. Laissez-moi vous tracer la carte d'identité de notre barreau et son évolution depuis le 1er janvier 1975. Pourquoi 1975? Parce que c'est le dernier quart du XXe siècle. Parce que c'est l'année de la grande réforme du divorce, avec le droit de divorcer par consentement mutuel. Parce que c'est l'année de la première grève des avocats et la première manifestation des avocats à Paris, en robe, place Vendôme, en décembre, sous le soleil d'ailleurs, menée par le bâtonnier Gabriel Vincent, qui avait juré qu'il ne serait pas le bâtonnier de la manifestation et encore moins de la grève. Et petit plaisir personnel, c'est ma première année d'exercice. Au 1er janvier 1975, le barreau comptait 142 avocats. Au 1er janvier 2000, 514. Et au 1er janvier 2016, 1045. Le nombre a doublé entre 2000 et 2015. 611 femmes et 434 hommes. 472 avocats ont moins de 40 ans, dont 91 moins de 30 ans. Et en ajoutant les 296 qui ont entre 40 et 50 ans, vous voyez que le barreau est jeune avec ses 768 avocats de moins de 50 ans. Curieusement, alors que la norme est au regroupement, 371 avocats exercent individuellement contre 306 qui sont associés. 368 sont en collaboration, en théorie libérale, mais en réalité proche du salariat. D'ailleurs, et c'est une évolution qui interroge, les contrats de collaboration copient les contrats de travail. Et nombre de fois, le bâtonnier est obligé de rappeler aux confrères que l'avocat libéral n'est pas un salarié et que le Code du travail ne s'applique pas. Cet attrait pour la collaboration traduit une évolution des mentalités. L'avocat de ma génération ne vivait que pour son métier et ne prenait guère de vacances. Le nouvel avocat vit avant tout pour lui et veut beaucoup de vacances. Pour pouvoir s'offrir des vacances, il faut une situation économique prospère. Celle du barreau de Montpellier n'est pas exceptionnelle. Le tiers des avocats est au SMIC. Mais il n'empêche que, contrairement au barreau de Paris, qui en 2015 a exonéré de cotisations à l'ordre 7500 avocats, n'est-ce pas? C'est pas bien ça, hein? Soit le quart des inscrits, les avocats montpelliérains paient leurs cotisations. La jeunesse et l'enthousiasme sont au rendez-vous. Oui, les avocats sont entrés de plein pied dans le XXIe siècle. Ils se sont adaptés avec facilité aux nouvelles technologies, jouent avec la communication électronique et sont prêts pour la multipostulation régionale le 1er août prochain. Je ne suis pas certain que l'État soit prêt alors qu'il a voulu cette réforme, parce que son réseau informatique pourrait ne pas supporter la nouvelle communication. Les avocats travaillent dur, souffrent parfois, mais ils sont fiers de participer à l'œuvre de justice, fiers d'être au service du justiciable et du citoyen, que ce soit pour le conseil, la rédaction d'actes ou la défense. Ils sont fiers de leur intelligence, ils sont fiers de leur indépendance. Ils n'abandonneront pas leur liberté de penser, leur liberté d'expression et n'admettront aucune censure d'où qu'elle soit tentée de venir. Et pourtant, parfois, sans amertume mais avec lucidité, ils constatent que le législateur se complaît à démolir leur image auprès des consommateurs. Ah, le consommateur roi! Celui qui veut qu'un contrat soit rédigé en 10 minutes, qu'un litige soit résolu en 15 jours, et encore, 15 jours c'est long, c'est trop long. Le consommateur tout-puissant, qui donne des leçons à tout le monde, surtout aux professionnels, et qui n'hésite pas à porter plainte, selon son expression favorite, lorsque l'avocat ne le satisfait pas illico. Le consommateur qui pense que la justice s'achète et qui ne comprend pas que l'avocat n'est pas l'oreille du juge. Certes, c'est une vision viciée que le justiciable a de la justice,
mais c'est l'avocat qui est aux premières loges et c'est lui qui est mis en accusation. Il faut dire que le consommateur, surtout avec une AJ accordée généreusement, AJ aide juridictionnelle, accordée généreusement quelques 20 000 dossiers d'AJ en 2015 à Montpellier, a l'impression d'avoir tous les droits sans aucun devoir et peut donc tout exiger, ne se privant pas de dénoncer à tout va au procureur de la République, au procureur général, au garde des Sceaux et même au président de la République, l'avocat qui ose ne pas conclure comme il l'exige. À propos d'AJ, j'ai entendu qu'un marronnier éclorait dans la salle des pas perdus de la cour d'appel. Un marronnier qui refleurirait chaque année et déverserait ses bogues épineuses sur lesquelles il est dangereux de marcher, sauf à risquer quelques écorchures. Ce serait le marronnier de l'AJ. Vous savez que le marronnier produit des fruits appelés marrons, que l'on peut déguster de deux façons, chaud ou glacé. Je vais vous présenter deux façons de déguster ces marrons. Monsieur Didier Migaud, président de la Cour des comptes, a, le 18 février 2016, adressé un référé au Premier ministre, M. Valls, au sujet du coût des interceptions téléphoniques. M. Valls ayant répondu le 20 avril 2016, ces documents ont été publiés au journal officiel du 24 avril 2016. Leur lecture est intéressante. En 2015, les interceptions judiciaires très en vogue chez les juges d'instruction ont coûté 122,55 millions d'euros. M. Migaud souligne qu'en 10 ans, 1 milliard d'euros a été englouti dans ces écoutes. Le terme englouti, c'est moi, lui il utilise investi. Ces 122, je suis honnête, intellectuellement honnête, je le dis, ces 122,55 millions d'euros ont payé environ 50 000 écoutes. Fantastique inflation lorsque l'on sait qu'en 2001, il n'y avait eu que 5 800 écoutes. Pendant ce temps, en 2015, le budget de l'AJ fut de 375 millions d'euros, sur lesquels l'État a récupéré tout de même 62 millions d'euros de TVA, reversés par les avocats. Cette somme a rémunéré 791 500 missions. D'un côté, 122,55 millions d'euros pour 50 000 écoutes, on peut dire qu'ils sont chauds, les marrons des écoutes. De l'autre, 375 millions d'euros avec 62 millions d'euros reversés pour 791 500 missions, on peut dire que l'AJ reste un marron glacé. À ce jour, le marronnier n'a pas encore refleuri. Mais il faut se méfier du tapis de bogue, car leurs épines peuvent énerver. Ah, énerver, c'était le verbe favori de la coruscante, Madame Taubira, lorsqu'elle s'adressait à nous. Énerver même les plus flegmatiques d'entre nous. L'avocat du XXIe siècle est élevé à la com. Mes confrères, les trompettes de la renommée vont vous couvrir d'offres et la déesse aux 100 bouches va vous appâter. Les sociétés de production de films publicitaires vont vous contacter pour vous concocter des spots. À part, alors là je cite Georges Brassens, battre le tambour avec vos parties génitales, vous pourrez à peu près tout vous permettre. Quand je pense au temps où il fallait se cacher pour donner sa carte de visite à un client. Là, c'est une révolution de mœurs. Mais attention, méfiez-vous de l'illusion trompeuse. La télévision ne remplacera jamais le travail, l'effort, l'étude acharnée d'un dossier et la passion de convaincre. Le talent ne se vend pas, il est le supplément d'âme du travail. Je vais jouer les ringards, à mon âge je peux me le permettre. La publicité vous prendra votre argent, mais ne vous en fera pas gagner parce que vous n'êtes pas une marchandise qu'on consomme et qu'on jette. Ne vous avancez pas trop vite sur les sentiers de l'illusion. L'avocat du XXIe siècle doit combattre l'idéologie qui gangrène les faux beaux esprits. La parité en est un exemple. Les faux beaux esprits ont décidé que femmes et hommes, on a oublié les androgynes, devaient siéger en nombre pair dans nos conseils de l'ordre. On n'a pas encore décidé que le sexe du bâtonnier devait changer chaque 2 ans
Mais ça ne va pas tarder. Quand la bêtise, et c'est un euphémisme, est au pouvoir, cela donne des résultats que même Ubu n'avait pas osé imaginer. Songez que depuis le 1er janvier 2016, pour un conseiller démissionnaire ou décédé, on élit un binôme homme-femme. Je ne plaisante pas, il fallait l'inventer quand même. Un homme, une femme, 2 conseillers élus pour un poste. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on tire au sort le mâle ou la femelle qui va aller siéger. C'est ainsi que la démocratie est ravalée au rang d'un jeu de hasard. Mesdames et messieurs, et parmi vous, mesdames et messieurs les députés, et vous, madame la députée, féministe numéro 1 de l'Hérault, vous qui votez la loi, je vous invite à méditer un instant sur les conséquences de l'idéologie paritaire s'il prenait à mes jeunes confrères, et même aux plus anciens, l'idée logique de pousser la bêtise à son paroxysme et de soulever l'illégalité d'une juridiction composée en nombre impair d'hommes et de femmes. Imaginez l'accusé disant au président de la cour d'assises « Je ne veux pas que vous me jugiez. Il y a 8 femmes et 4 hommes. Je veux un jury composé à parité sexuelle. » Songez-y, car cela ne va pas tarder. Quand on allume des incendies sans savoir comment les éteindre, il ne faut pas s'étonner des ravages qu'ils causent. L'avocat du XXIe siècle doit aussi s'inquiéter quand il voit comment certains veulent sabrer le pilier essentiel des relations entre lui et son client, le secret professionnel. Parce que la mode est au lanceur d'alerte, espèce qui sait manier le sensationnel et manipuler la communication, un député, M. Yang Galut, député du Cher, n'a pas hésité à tenter de faire adopter, dans le cadre de la loi Sapin II, au rapport de notre député héroltais, M. Denaja, une atteinte au secret professionnel en déliant du secret à la demande expresse de son client, l'avocat. Entre les écoutes téléphoniques, où sont de plus en plus souvent enregistrées les conversations entre l'avocat et son client, les caméras et micros cachés des pseudo-clients qui enregistrent les consultations dans nos cabinets et les publient, et les parlementaires qui ne voient pas les conséquences de leurs propositions, le secret professionnel est de plus en plus menacé. Mes confrères, le secret est consubstantiel à notre fonction. Son caractère absolu est sacré et il doit être préservé. Soyons prêts à résister s'il est attaqué. Notre résistance sera légitime. Je veux saluer ici nos confrères emprisonnés en Turquie, que le barreau de Montpellier soutient. Hier, maître Julie Moulin était représentée à une audience qui a eu lieu devant le tribunal correctionnel de Turquie, je ne sais plus quelle ville, contre l'avis du procureur de la République qui avait requis la mise en liberté des avocats. Le tribunal les a maintenus en prison. La parité est respectée. Un homme, maître Ramazan Demir, que nous avions reçu à Montpellier le 22 janvier 2015 dans le cadre de la journée sur l'avocat menacé, et une femme, Aïzé Assinikli, arrêtés parce qu'ils exerçaient leur métier. C'est eux deux qui étaient jugés et qui sont toujours en prison. Avocats et journalistes sont les professions les plus menacées en Turquie. Avec l'assassinat du bâtonnier Tahir Elsi, le 28 novembre 2015, ce pays auquel la chancelière Merkel fait les yeux doux, fait la preuve de son refus exprès de la démocratie. Les avocats s'étaient souvent impliqués dans la vie publique avant d'en disparaître peu à peu, remplacés par les fonctionnaires assurés du maintien de leur situation, et aussi déçus par la politique dont le sens profond, étymologique, s'est émoussé au fil du temps. L'avocat du XXIe siècle doit retrouver sa place au sein de la cité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté avec plaisir et joie que le général Corbet remette cet insigne à maître Serpentier-Linares. Il doit s'investir au profit de ses concitoyens parce qu'il est l'être qui partage le plus intimement la vie des hommes et des femmes qu'il côtoie, qui connaît leurs envies, qui apaise leurs souffrances, qui prend sur ses épaules le fardeau de leurs déboires quotidiens. Il faut qu'il soit aussi à l'origine des décisions. Voilà, en quelques minutes, ce que votre bâtonnier peut vous dire, à vous, mes jeunes confrères, et aussi aux plus anciens qui avaient partagé tant d'années avec moi. Sachez qu'un bâtonnier, s'il est le chef de l'ordre, s'il voudrait être un modèle,
n'est que le primus inter pares que vous avez élu. Il est votre serviteur. Il connaît parfois des moments de désarroi, de doute, de lassitude devant une tâche quotidienne, difficile et éprouvante. Dans ces moments, je lève les yeux vers le ciel où mon fils Galdric, mon ange gardien, vit depuis près de 15 ans. Il me prend par la main et me dit avec son air moqueur et son petit sourire mutin, « Tu as voulu être bâtonnier, alors tu ne te plains pas et tu avances. Mes confrères, vous avez voulu être avocat, vous l'êtes. C'est une profession difficile, pénible, mais il vous appartient de transformer la voie étroite en voie royale et d'anéantir toutes les embûches. La robe que vous portez vous protège. Soyez fiers de cette robe, de son histoire millénaire et de sa noblesse. Brandissez votre épitoge comme un étendard de gloire et de lumière, et vous triompherez parce que les avocats sont immortels. Doué, je l'avais dit. Merci. Il se lève tout. Des stands d'ovation, c'est extraordinaire. J'aime. Si le magistrat se lève, vous me le dites. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, mais il n'y a pas de bis. Je vous remercie infiniment d'avoir assisté à notre séance qui est close maintenant, que je déclare close, et je vous invite à la Maison des Relations Internationales, au fond de l'esplanade, pour partager avec nous quelques verres et prendre quelques nourritures terrestres. Merci beaucoup de votre présence. J'irai l'oublier au moins. Ils sont jamais loin, hein. Ha ha ha.